Vous m'avez demandé de parler de diabète de type 1. Comme médecin, hein, vous avez dit, longtemps dans ma famille, ils ont cru que j'étais vétérinaire. Alors, je ne sais pas si je vais être parfaitement au point, mais bon, je vais essayer. Donc, vous n'hésitez pas à m'interrompre hein, s'il y a des points. Qui... Donc, le diabète type 1, c'est que c'est une maladie auto-immune. La première description de l'insuline, c'était 65 Willy Gebst à Bruxelles. L'étape d'après, ça a été 74, la découverte des auto-anticorps dans le groupe de Deborah Doniak à Londres par immunofluorescence indirecte. Et puis depuis, il y a toute une série d'auto-antigènes qui ont été définis. Un point que vous connaissez peut-être un peu moins, c'est que Jean-François va vous parler après de diabète type 2. Alors on parle partout dans toutes les natures, etc., de l'épidémie de diabète de type 2. En réalité, il y a aussi une épidémie de diabète de type 1. Et l'incidence de diabète de type 1, elle augmente de 3 à 4% par an dans tous les pays où on a regardé. La droite là, que vous voyez, c'est la droite de Finlande. Ils ont commencé à tenir un registre en 72. C'était 20 par 100 000 habitants par an. En 92, ça avait doublé et aujourd'hui, c'est 65. Et dans tous les pays où on regarde, et ça j'y reviendrai, ça augmente. Et puis sur le plan clinique, il y a une dernière chose que je montre souvent parce qu'elle est jamais montrée. C'est, j'allais dire, une expérience. En réalité, non, c'est pas exactement une expérience. C'est des gens aux États-Unis qui suivaient des jumeaux monozygotes de sujets qui avaient un diabète de type 1 et qui avaient vraiment une maladie suffisamment sévère pour qu'ils envisagent une greffe. Et ils ont dit ni une, ni deux. On va prendre la moitié du pancréas du jumeau qui n'a pas le diabète parce qu'ils étaient discordants pour le diabète, comme jusqu'à 70% des cas, 50 à 70% des cas, et ils l'ont greffé sur le jumeau monozygote. Et la grande surprise par rapport à ce que je vais vous dire après, on pense vraiment que c'est une maladie hyper chronique, c'est que la maladie a récidivé en moins de 3 mois chez 3 des patients, avec un infiltrat massif des îlots de Langerhans par des cellules TCD8, alors qu'on était plus de 20 ans après la découverte clinique du diabète et que les sujets n'avaient plus de cellules bêta, théoriquement, depuis quelques dizaines d'années. Et puis le 4e patient que je n'ai pas mis là, il a été traité comme une greffe par immunosuppresseur et simplement la maladie a récidivé 1 mois après. Donc il y a une sorte de mémoire immunitaire qui est gravée, et ça c'est important à prendre en compte parce qu'évidemment dans une maladie auto-immune la stratégie c'est d'aller à de l'induction de tolérance. Et évidemment cette forte récurrence de la maladie n'est pas sans poser de problème. Puis le dernier point qui est également très important à prendre en compte. Vous avez tous entendu parler de traitements immunosuppresseurs dans le diabète, etc. Mais je pense qu'il y a une chose qui est à retenir, et en clinique, Jean-François me contredira s'il ne voit pas les choses exactement de là. Quand on voit un nouveau diabète de type 1, son espérance de vie est normale, sauf s'il développe un jour une atteinte rénale et il mourra de complications cardiovasculaires. Mais le jour où on le voit, on n'a aucun moyen de l'anticiper, et ça arrivera 30 ou 40 années après. Et ça veut donc dire que dans les approches thérapeutiques qu'on peut mettre en place, il faut que ce soit des approches d'induction de tolérance. Ça ne peut pas être des approches mettant en jeu des traitements qui peuvent avoir un effet toxique. Les courbes que vous voyez là, c'est une étude qui a été faite en Allemagne d'abord, et puis il y a des études également en Finlande où l'incidence de la maladie est très élevée. Ce qu'ils ont fait, c'est suivre des enfants qui étaient des nouveau-nés de parents ayant un diabète de type 1, soit la mère, soit le père. Regarder ensuite s'il apparaissait des anticorps chez les enfants et regarder si ces anticorps étaient prédictifs de la maladie. Et là, ce que vous voyez, c'est la courbe du bas, c'est ceux chez lesquels on ne détecte pas d'auto-anticorps et qui ne deviendront pas diabétiques. En vert, ceux qui ont un auto-anticorps et qui vont, pour quelques-uns, devenir diabétiques de type 1 dans les années qui suivent. Ceux qui ont 2 auto-anticorps et ceux qui ont 3 auto-anticorps contre des antigènes différents, c'est la courbe du haut. Et vous voyez que très rapidement, ces jeunes enfants vont développer la maladie. Et dans cette étude, il y a eu plusieurs surprises. La première surprise, c'est la prévalence avec laquelle ils ont découvert des auto-anticorps qui était beaucoup plus élevée que la prévalence de la maladie. Et la deuxième surprise, c'est que le pic d'apparition des auto-anticorps était entre 2 et 3 ans, donc une maladie extrêmement précoce, commençant dans les tout premiers mois de la vie, voire en amont. Est-ce que c'est si vrai que ça ? J'en suis pas sûr. On m'a présenté au staff une observation, j'ai vu qu'il fallait mettre des observations cliniques, ce qu'on ne fait pas souvent dans les présentations, mais on m'a présenté au staff dans le service quelque chose que j'ai vu pour la première fois et qui m'a vraiment interrogé sur les idées qu'on peut avoir sur cette maladie. C'est une femme qui était suivie d'abord au Kremlin-Bicêtre en endocrino,
c'est sur la partie gauche, 93, 94, 97, parce qu'elle avait une gastrite auto-immune, une maladie d'Addison, une maladie de Birmer et un Hashimoto. Et pour une raison que je ne connais pas, parce que ce n'est pas dans les recommandations, ils ont recherché les auto-anticorps anticellules d'ILO par immunofluorescence indirecte la première fois, et puis les anti-GAD, les anti-A2, et vous voyez que depuis 2003, on lui a recherché les auto-anticorps pratiquement de façon annuelle. Et ils ont été toujours négatifs. Ce qui évidemment, par rapport aux courbes que je vous ai montrées avant, avec un pic d'apparition des auto-anticorps entre 2 et 3 ans, qui pose vraiment question. Et ensuite, elle a décidé de changer de crèmerie, donc elle a été chez Jérôme Berthera à Cochin, et ils ont suivi le même protocole, ils ont cherché les auto-anticorps régulièrement, tous les ans. Et la dernière fois qu'ils ont cherché les auto-anticorps, c'était en 2013, pardon, je ne vois pas d'ici, oui c'est 2013. Ils l'ont vu en avril 2015, et pour une raison que je ne connais pas, ils ont juste regardé son métabolisme, ils n'ont pas regardé s'il y avait des auto-anticorps. En revanche, vous voyez qu'elle avait une hémoglobine A1C strictement normale et une glycémie qui était aussi bien à jeun que postprandial, absolument strictement normale. Et cette malade-là, elle est arrivée chez nous environ 1 an plus tard avec tous les auto-anticorps allumés et un diabète de type 1 authentique, ce qui veut dire qu'il y a probablement une hétérogénéité clinique de la maladie. Pour moi, c'est la première fois qu'on me montrait une observation comme ça. Il y a déjà eu des publications qui suggèrent que ça peut exister, mais toutes étaient contestables. Et c'est d'ailleurs quelque chose dont on a discuté avec Jean-François et qu'éventuellement on sera en position d'étudier. Mais vous voyez, c'est probablement une maladie hétérogène. Il n'y a pas une forme de diabète de type 1, mais il y a sûrement l'enfant qui développe les auto-anticorps entre l'âge de 2 et 3 ans, et cette femme-là, je ne pense pas qu'ils aient exactement la même maladie. Alors vous savez que c'est comme dans toutes les maladies chroniques non transmissibles, les gens ont étudié le génome et la conclusion, c'est qu'il y a beaucoup de variants génétiques, qui sont tous des gènes normaux, mais qui sont de l'ordre de la diversité de l'espèce, qui impactent sur la prédisposition à la maladie. Et la prédisposition, on la chiffre par le lambda-S, le rapport de la prévalence de la maladie dans des familles où il y a un sujet qui a la maladie ou plusieurs sujets qui ont la maladie, sur le rapport de la prévalence dans la population générale. Le lambda-S, il est de 15. Et en général, on dit que le diabète de type 2 est une maladie très génétique, alors que le diabète de type 1 n'est pas génétique. Le lambda-S dans le diabète de type 2, il est de 3 ou 5. Il y a une publication qui le donne à 7, mais c'est vraiment le chiffre le plus élevé qu'on a regardé. Mais c'est une maladie où il y a des formes de diabète de type 1 qui sont toutes les mutations que vous voyez à gauche, où il y a une maladie monogénique qui conduit à l'auto-immunité. Et puis il y a peut-être quelques formes qui sont dues essentiellement à l'environnement. La rubéole congénitale, encore que ça ne survient que si les gens ont des allèles HLA de prédisposition. Et puis j'ai mis par exemple l'anti-PD1, qui est un bel exemple d'induction de la maladie. On n'y voit pas encore très clair. On n'y voit pas encore très clair sur qui, sous anti-PD1, va, en termes de terrain génétique, va développer la maladie. Il y a de multiples facteurs d'environnement. Et il n'y a pas un facteur d'environnement unique qui a été trouvé. C'est une maladie hautement multifactorielle et hautement multigénique. Et je pense qu'on pourrait dire exactement la même chose du diabète de type 2. Alors on avait fait des études chez la souris avant, mais je crois tout le monde est à peu près d'accord sur ce schéma. Il se passe quelque chose vous avez l'îlot de Langerhans à gauche, et ce que vous avez à droite, c'est pas le rein, c'est le ganglion satellite du pancréas. Et pour une raison qu'on ne connaît pas, il y a une cellule dendritique qui va s'activer et qui va migrer, comme dans une réponse immunitaire conventionnelle, dans le ganglion. Elle elle augmente son expression de classe 1 et de classe 2. Et puis, il y a des cellules T naïves qui se baladent tous les matins en sifflotant pour aller voir ce qui se passe dans les ganglions. Et si le domaine variable du récepteur T reconnaît le classe 2, coactivation, et la cellule va se mettre à proliférer. Les cellules vont changer leur programme de Homing et aller faire ce qu'on appelle l'insulite. Bon, c'est un schéma classique, mais expérimentalement, il a maintenant été bien démontré. C'est vraiment comme ça que ça se passe, en tout cas chez la souris node. Alors vous m'avez dit qu'il fallait poser des questions. Et je pense qu'une question fondamentale qu'on a dans le diabète de type 1, c'est quel est l'événement initial ? Qu'est-ce qui se passe dans la cellule bêta qui fait qu'il y a une cellule dendritique qui va s'activer et migrer dans le ganglion ? Et on est à peu près raisonnablement sûr qu'il y a des événements locaux. Là, au plan moléculaire, la première anomalie qu'on voit dans les îlots, c'est une augmentation d'expression des classes 1 et une augmentation et une expression de l'interféron alpha dans les cellules bêta. Le
problème, c'est que ce n'est pas seulement dans les cellules bêta qui sont les seules qui vont être détruites par la réaction auto-immune. On voit ça aussi sur les cellules à glucagon et sur les cellules à somatostatine, qui sont les autres cellules endocrines qui sont moins nombreuses, mais également présentes dans l'îlot. L'expression d'interféron alpha est plutôt plus restreinte aux cellules bêta que l'expression de classe 1 qu'on voit vraiment sur toutes les cellules endocrines de l'îlot. Alors, ça va un peu avec ça. Ça, c'est une image chez la sourinode, mais on aurait la même chez l'homme. Vous voyez qu'il y a à la fois des îlots normaux. Hein, on voit là en haut à droite un îlot normal, et puis on voit juste en dessous un îlot qui est complètement détruit. Il y a une grande hétérogénéité d'atteinte des îlots sur une même coupe de pancréas. Et la seule maladie, il y a une autre maladie où on a tout à fait ça. En général, je montre plutôt la plaque quand les gens commencent à s'endormir, mais là, je vois que personne dort, mais je vais la montrer quand même. C'est le vitiligo. Hein. En général, ça réveille quand je... Et le vitiligo, c'est exactement comme dans l'îlot. Hein. Il y a pas une atteinte... Les formes où il y a une atteinte cutanée généralisée sont extrêmement rares. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on n'explique pas aujourd'hui, alors que, clairement, on commence à avoir des outils qui permettent de commencer à aller poser ces questions-là. Ce que vous avez ici, c'est une courbe qui montre la masse de cellules bêta à la naissance, qui croît dans les premières semaines de la vie, qui est ensuite stable, et puis qui ensuite, avec l'âge, va décroître. Vous voyez, moi, je serai à droite un peu plus bas que la partie horizontale de la courbe. Mais on a 10 fois plus de cellules bêta que ce dont on a besoin pour réguler la glycémie. Et la maladie clinique, elle survient quand on a détruit au moins 90% des cellules bêta. Et là, ce n'est pas la même étude que celle que j'ai montrée des enfants de parents diabétiques en Allemagne, mais c'est une étude un peu équivalente où ils ont pris les frères et sœurs de sujets qui commençaient un diabète de type 1, recherchaient des auto-anticorps et montraient, comme dans l'autre étude, que si on détectait des auto-anticorps contre au moins 3 spécificités antigéniques, on allait développer un diabète dans un délai variable, mais dans plus de 90% des cas, la vraie interrogation, en fait, elle est là, c'est qu'est-ce qui se passe, quand est-ce que ça commence, et qu'est-ce qui se passe dans la phase où les cellules bêta sont en plateau. Alors, vous avez dit qu'il fallait parler de cohorte. Bon, nous, on a mis en place une cohorte à Cochin d'enfants de parents diabétiques de type 1 et où on part du sang de cordon. Mais c'est évidemment une étude qui va demander 10 ans avant de commencer à donner des résultats. Il se trouve que quelqu'un avait fait un don assez conséquent à l'Hôtel Dieu quand j'ai repris la chefferie de service et on m'a dit, là, il y a une somme qui traîne depuis 20 ans, personne n'y a jamais touché. Il y avait un projet de refaire un amphithéâtre avec, et j'ai décidé qu'on le mettrait sur ce projet-là, qui sont évidemment des projets coûteux, parce que suivre les enfants, regarder s'ils convertissent en auto-anticorps, etc. Et Jean-François qui est là, d'ailleurs, est impliqué aussi dans cette étude. Bon, ça, je ne vais pas commenter, je pense que ça n'a pas... C'est évident de la raison pour laquelle il faut faire ça. Il y a une deuxième question qui me paraît vraiment importante dans la maladie. C'est une maladie pour laquelle, parmi les multiples variants génétiques qui sont impliqués, il y en a vraiment un qui impacte fortement sur la prédisposition, c'est le HLA et particulièrement le locus DQ et en particulier la molécule DQ8. Et chez la node, la molécule de classe 2 exprimée est IAG7 et est fortement homologue à la molécule humaine DQ8. Et dans ce contexte, ce qui va se développer, c'est un diabète. Mais ce qui a été montré, c'est que chez les souris congéniques dont on a changé le IAG7 pour mettre IA2B, IAH4, IA2Q, eh bien les souris vont plus faire un diabète, mais vont faire une autre maladie auto-immune. Là où c'est plus compliqué, c'est qu'il y a toute une série de doubles congéniques qui ont été publiés, où on a mis un petit fragment souvent de BALB ou de C3H dans des régions qui portaient des allèles de prédisposition à la maladie chez la souris, et en remplaçant la souris a continué à faire de l'auto-immunité, mais plus du tout de diabète quand on supprime. Et là, on n'a aucune idée des gènes qui sont impliqués dans ces régions et de leur impact sur le fait que la maladie auto-immune va se diriger sur les cellules bêta. Puis il y a une publication qui était très intéressante aux États-Unis qui a montré que les souris qui étaient KO pour une des molécules de coactivation B7.2 ne faisaient plus de diabète, mais développaient une neuropathie périphérique auto-immune. Et
on a étudié depuis plusieurs années un modèle de KO sur une autre molécule de coactivation qui est ICOS ou son ligand, ICOS ligand, et on a eu la surprise de voir que ces souris-là ne développaient plus de diabète, mais développaient une myopathie auto-immune qu'on étudie avec Olivier Boyer à Rouen, et une neuropathie périphérique auto-immune qu'on peut transférer, qui est purement CD4. Les souris qui sont KO pour bêta-2M font toujours la maladie. Celles qui n'ont plus de classe 2 ne font plus la maladie. On peut transférer la maladie avec des CD4. Mais la question, c'est frappant que deux molécules de coactivation vont aboutir à un phénotype finalement qui a une certaine homologie. C'est un papier d'ailleurs qu'on a eu un peu de mal à publier parce qu'on a été scoopé par Richard Flavel, qui a publié que ça protégeait du diabète, mais qui n'a pas pris le temps de regarder qu'elle développait une autre maladie auto-immune. Et quand on l'envoyait, on disait « ah ben non, c'est déjà publié ». Et donc on l'a publié dans European Journal of Immunology, mais c'est un papier dont je suis plutôt fier, je trouve que c'est un beau papier. Et actuellement, on est vraiment en train d'étudier cette souris, et ça pose toute une série de questions qui ne sont pas aujourd'hui résolues. C'est qu'est-ce qui va cibler l'auto-immunité sur les îlots, et quel est le rôle des molécules de coactivation dans ce ciblage, et aussi quelque chose sur lequel on est actuellement, qui est probablement non seulement une hétérogénéité clinique de la maladie, comme je l'ai montré, mais aussi une hétérogénéité immunologique de la maladie. Et on a fait toute une série d'études sur ces souris ICOS et ICOS ligand KO, et on a regardé toute une série de molécules de coactivation, et ce qu'on a vu, c'est que les cellules qui infiltraient aussi bien chez la souris wild-type, les îlots de Langerhans, que chez la souris KO, le muscle, et on n'a pas regardé à ce stade le tissu nerveux, ont un fort biais d'expression de la molécule TIGIT, qui est une autre molécule de coactivation. Donc on a fait le KO, qu'on a fait il y a quelques mois, et avec la technique CRISPR, ça va assez vite, donc on a le phénotype, la maladie est accélérée. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les cellules de ces souris-là, alors que la souris node, c'est ce qu'on voit sur le diagramme du bas, sont fortement biaisées interféron gamma, ces souris-là ont un switch sur les cellules IL-17, mais on est en train de poursuivre ça, mais on n'a pas démontré à ce stade que les cellules IL-17 transféraient la maladie. Alors chez l'homme, une question essentielle, c'est évidemment d'étudier les épitopes, ce qu'on a fait largement, et en particulier sur les molécules de classe 1 qui sont présentées aux lymphocytes TCD8. On a fait des ELISpot. Une fois qu'on a fait des ELISpot, on a pu faire des tétramères de classe 1. Pardon, pouvez-vous m'arrêter parce que je peux être bavard, donc il faut se méfier. Bon. Donc on a fait des tétramères. Et ce qu'on a observé dans le diabète de type 1 avec ces tétramères, c'est qu'il y avait des expansions de cellules TCD8 chez des diabétiques qui avaient un diabète de type 1 récent et chez des diabétiques qui avaient des diabètes de type 1 anciens. Mais les épitopes reconnus ne sont pas les mêmes. Les expansions ne se font pas vis-à-vis des mêmes épitopes dans les deux cas. Et il y a un fort biais chez les diabètes de type 1 récents qui n'ont pas encore été traités par insuline sur des peptides de la séquence signal du gène de l'insuline. Et évidemment, quel est le rôle de l'auto-antigène et est-ce qu'il y a un auto-antigène initial? Je vous ai montré dans la première plaque qu'il y avait beaucoup d'auto-antigènes qui étaient impliqués dans la maladie. J'ai dit qu'il fallait aller à de la tolérance immunitaire et qu'on ne peut pas dans cette maladie raisonnablement faire de l'immunosuppression. Et d'ailleurs, les anti-CD3 ne sont pas utilisés en clinique alors que les publications sont relativement anciennes. Le problème, c'est qu'on manque de modèles précliniques pour passer directement à l'homme. Et je dirais qu'on manque aussi de modèles cliniques parce que le modèle que vous connaissez tous, c'est la souris node. Mais en réalité, la souris node, c'est une souris qui a été fortement biaisée pour développer un diabète de type 1 dans un délai qui soit raisonnable avec les conditions de travail d'un chercheur dans un laboratoire. C'est-à-dire qu'il fallait que la souris développe la maladie suffisamment tard pour qu'elle puisse se reproduire. Et donc, le biais allait vers un certain âge de développement de la maladie, et puis il fallait quand même qu'elle la développe, parce que sinon, les chercheurs qui travaillent sur le diabète auraient perdu leur emploi. Et tout le biais a été fait là-dessus. Et on aboutit à une souris qui fait la maladie spontanément, dans laquelle aucun facteur d'environnement n'intervient pour faire la maladie. Et on s'est lancé dans la construction d'une souris qui est un peu différente, qu'on a faite vraiment pour tester des stratégies peptidiques de prévention de la maladie. Cette souris est KO on a fait ça avec François Lemonnier, que vous connaissez bien ici. Elle est KO, donc vous connaissez ces modèles de KO sur les classes 1. On est parti de sa souris qui était A2.1 et DQ8.
On a pris les souris KO de Jacques Jamy pour les 2 gènes de l'insuline chez la souris et on a collé à cette souris le gène de l'insuline humaine, la molécule A2 et DQ8, et évidemment DQ8 parce que c'est un allèle de forte prédisposition à la survenue du diabète. C'est une souris qui, je vais passer vite, mais elle est globalement normale en termes de glycémie, etc. Vous voyez les souris contrôle et la souris Yes. Ça a pris du temps à la faire, hein. C'est pour ça que Sandrine Lusk a fait cette souris, il l'a appelée Yes quand elle a fini par l'obtenir. En vert, c'est les cellules à glucagon, en rouge, c'est les cellules à insuline. Vous voyez que en gros, les îlots sont sensiblement normales. Son système immunitaire est sensiblement normal, sauf qu'elle a une inversion CD4-CD8, parce que probablement que A2 est meilleur pour sélectionner les TCD8 que DQ8 pour aller sélectionner les CD4. Et cette souris, elle a été difficile à faire, donc on s'est dit qu'il fallait quand même qu'elle développe un diabète, donc on a pris un marteau et on a tapé dessus, c'est-à-dire qu'on a mis RIP-B7 sous contrôle du promoteur de l'insuline, et là les souris développent un diabète de type 1 auto-immun. Vous voyez ici des îlots de Langerhans in vitro, avec les lymphocytes qui sortent des îlots quand on les met en culture. On trouve dans l'infiltrat des CD4, des CD8, on peut caractériser les CD4 et les peptides qui sont reconnus de la molécule de l'insuline humaine. Ici les tétramères les tétramères de classe 1 à 2.1, et on retrouve beaucoup des caractères qu'on a chez la souris normale. Cette souris donc développe un diabète. En fait, on s'est aperçu, on a eu un peu de mal, et c'est pour ça que le modèle, il n'est pas encore publié, mais on est en train de commencer à envoyer les papiers. C'est qu'on a eu des résultats discordants, mais on arrive à induire chez cette souris un diabète sans mettre RIP-B7 dans les îlots. Et là, ici, c'est en faisant du poly-IC, en les traitant par poly-IC. Et ce que vous voyez à droite, c'est l'expression de TLR3 chez la souris qui a été traitée par poly-IC, avec une distribution de TLR3 qui est complètement différente de la souris chez laquelle on n'induit pas, on ne traite pas par poly-IC. Et ici, vous voyez le développement du diabète chez ces souris. Donc vous voyez l'insulite, vous voyez l'infiltrat dans des zones où il y a des cellules à glucagon, alors que les cellules bêta sont détruites. Ça, j'ai mis ça n'a pas beaucoup de lien avec l'exposé que je fais, mais vous savez, quand on regarde, il y a des gens qui... Vous savez que le traitement depuis 1922 du diabète, c'est l'insuline exogène, hein, purifiée à partir du pancréas de chien par Frédéric Banting et John MacLeod, qui était un peu rocambolesque comme prix Nobel, mais c'était en 1923 le prix Nobel. L'insuline a donné lieu aussi au prix Nobel pour sa séquence d'aminoacides, au prix Nobel pour le premier radioimmunoassay, et à un prix Nobel aussi pour la structure tridimensionnelle de l'insuline. Et depuis, on attend. Je pense que le prochain, c'est celui qui préviendra le diabète, mais je crains qu'il ne soit pas dans cette pièce. L'insuline, c'est que les gens sont en train, par exemple, de faire des designs d'insuline où, au lieu d'injecter de l'insuline, ils créent des polymères dans lesquels ils mettent de la glucose oxydase qui, quand elle acidifie le polymère, va relarguer de l'insuline en fonction du taux de glucose. Parce que le grand problème auquel on est confronté dans le diabète, c'est que l'insuline, on la sécrète dans le sang portal, captée à 50% par le foie en un passage, une demi-vie très courte, et quand vous l'injectez sous la peau, vous collez une insulinémie périphérique fantastique, d'où les études, le lien entre cancer et traitement par insuline, au-delà du lien entre cancer et diabète, et la durée d'action, au lieu d'être de quelques minutes, elle est de l'insuline qu'on sécrète, quand on la met sous la peau, elle est de 6 heures. Ce qui, évidemment, dans la vie courante, pose un certain nombre de problèmes. C'est pour ça que probablement il va falloir aller à d'autres étapes, et en particulier à la prévention de la maladie. Alors il y a toute une série d'études qui sont en cours, mais je voulais simplement mentionner. Moi j'ai décidé il y a 20 ans de partir sur des approches d'immunothérapie spécifiques. C'est pour ça qu'on n'a pas publié sur aucune approche immunologique de traitement de la maladie. Et là je coordonne un projet européen dans lequel on traite par un peptide de l'insuline, sur lequel il y a une addition d'un motif CXC qui modifie la synapse entre le lymphocyte T et l'APC et module l'activation des lymphocytes T, avec des résultats qui sont positifs chez la NOD, et une étude clinique qui a déjà commencé, sauf évidemment en France, puisque dans sa grande bonté et sa réflexion profonde, la NSM a trouvé que le protocole était dangereux, et donc on ne pourra pas nous traiter tous les malades qui vont être traités, bien que coordonnant le projet,
en Belgique, en Angleterre, en Allemagne, où ça a commencé, et d'ailleurs c'est assez inoffensif, parce que injecter un peptide qui est aussi homologue au peptide de l'insuline, c'est quand même depuis 1921 qu'on injecte de l'insuline chez l'homme, donc le risque qu'on prend est assez modeste. Mais en France, on ne sera autorisé dans chaque groupe d'escalade de dose à ne traiter que les 4 premiers patients, puisqu'ils seront hospitalisés 24 heures, et qui refusent qu'on puisse traiter des malades qui ne seraient pas hospitalisés. Bon. Probablement les Anglais, les Allemands et les Belges sont des gens qui aiment le risque. Bon, il y a une phrase, oui, que j'aime bien, c'est de Mark Twain. Puis il y en a une autre qui est de Victor Hugo, je trouve, qui est chercher la quantité de réel qui est dans ce que les hommes appellent l'impossible. Je pense que c'est un bon programme. Merci.